Le veto des États-Unis, un bras d'honneur aux pays arabes. À présent les choses sont claires. Les États-Unis ont brandi leur veto pour faire barrage à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, proposée par les Émirats et soutenue par tous les autres membres permanents et non permanents, à l'exception du Royaume-Uni qui a cependant opté pour l'abstention. Adepte du double langage, Washington s'évertue depuis 2 mois à prétendre tantôt encourager son allié israélien à épargner les civils, ou sinon à minimiser les dégâts, comme l'a indiqué John Kirby, porte-parole du Pentagone, et tantôt assurer travailler à la solution de 2 États. Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit ses exactions qui ont fait plus de 20 000 morts, en majorité des enfants et des femmes. L'Iran a ainsi mis en garde, hier, sur la possibilité d'une « explosion incontrôlable » dans la région du Moyen-Orient où les États-Unis affichent ouvertement leur soutien militaire et politique à la guerre que mène l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie. Soutien qui résulte, d'ailleurs, des intérêts immédiats de Washington qui cherche à préserver sa domination sur les champs pétroliers arabes et à prévenir toute tentative de remise en cause de sa domination dans la région. Le ministre des Affaires étrangères l'Iranien Hossein Amir-Abdollahian a rendu hommage à « l'action courageuse pour préserver la paix » du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres qui, fait sans précédent au cours de ses 2 mandats, a usé de l'article 99 de la Charte des Nations Unies pour mettre le Conseil de sécurité face à ses responsabilités historiques. Ce faisant, il a permis de révéler à l'opinion mondiale qui soutient son action, le rôle effectif des États-Unis et leur attachement au double langage qui, désormais, ne trompe plus personne. Guterres a attiré l'attention du Conseil de sécurité sur une agression d'Israël qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Son geste a aussi contribué à lever tout équivoque sur l'argument israélo-américain selon lequel le Hamas aurait violé la trêve, qui a pris fin le 1er décembre, alors que tout indique que le plan d'extermination de la population palestinienne mis en œuvre par Israël et les États-Unis remonte à plusieurs mois et non au 7 octobre. Comme l'Iran, la Russie a elle aussi condamné le veto américain, son ambassadeur adjoint à l'ONU, Dmitry Polyanski ayant déclaré « Nous n'exagérons pas si nous disons qu'aujourd'hui est l'un des jours les plus sombres de l'histoire du Moyen-Orient. » Une fois de plus, les États-Unis font obstacle au processus visant à parvenir à un cessez-le-feu, à Gaza, condamnant à mort des dizaines de milliers de civils en Palestine. Les États-Unis interdisent au Conseil de sécurité d'intervenir pour résoudre la crise à Gaza et les résultats de cette diplomatie sont un cimetière pour les enfants palestiniens à Gaza, a déploré le diplomate russe qui exhorte le Conseil de sécurité à redoubler d'efforts pour parvenir à une décision qui allégera les souffrances des civils. Hélas, quel qu'il soit, ces efforts se heurtent à une position américaine dont on constate qu'elle est inconditionnellement israélienne. Le réveil tardif des ING. Par ailleurs, à peine arrivée à Gaza, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Mirjana Spoljaric, a déploré, sur le réseau social X, ex-Twitter, les souffrances intolérables de la population palestinienne, confrontée à une agression barbare de l'armée israélienne qui a remplacé les bombes au phosphore, au nord de l'enclave, par des bombes à guidage par intelligence artificielle, dans le sud où le nettoyage ethnique est engagé. Je suis arrivée à Gaza, où les souffrances de la population sont intolérables, a-t-elle écrit. Je réitère notre appel urgent pour que les civils soient protégés, conformément aux lois de la guerre et que l'aide puisse entrer sans entrave, a-t-elle ajouté. Mais, qui prête attention aux cris d'alarme, provenant aussi bien des ING que des Nations Unies, auxquelles se greffent les nombreuses manifestations, partout dans le monde, pour un cessez-le-feu immédiat ? Personne, à part les condamnations de principe et les lamentations de circonstances des dirigeants politiques de pays impuissants. Netanyahou, son allié inconditionnel, Joe Biden, et leur relais médiatique continuent la tête baissée de raser la bande de Gaza en semant la mort et les destructions. Et la Ligue arabe dans tout ça ? Les Israéliens et les Américains sont confortés en cela par les condamnations stériles et trompeuses des États de la Ligue arabe qui jouent le jeu des États-Unis et d'Israël, en affirmant exactement le contraire à leur population. Ces gouvernements provisoires et leurs dirigeants fantoches continuent à recevoir des visites et des appels téléphoniques du livide Blinken et à chercher d'improbables solutions là où il n'y en a pas. On comprend parfaitement que les 22 États qui composent cette ligue stérile ne sont ni indépendants, ni libres pour décider d'une quelconque action. Alors, faute d'action concrète, ils parlent et ils parlent encore. En réalité, cette ligue n'est qu'une coquille vide et ne sert strictement à rien.
Aucun membre ne s'entend avec l'autre. Personne ne s'entend avec son voisin. Si l'un dit oui à une quelconque proposition, l'autre dira non, par principe et par dignité. En fait, les pays arabes se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Bienheureux sont leurs martyrs des indépendances qui n'ont rien vu. Franchement, ils n'ont rien perdu. D'un autre côté, la Ligue arabe fait écho à l'Union européenne. Les deux organisations ne sont, tout compte fait et à bien y réfléchir, que des caisses de résonance à la politique américaine. La première est la conséquence du début de la colonisation américaine, entamée un certain 6 juin 1944, avec le débarquement sur le continent européen de l'armée américaine. La seconde, la Ligue arabe, est le résultat de la mise à mort des nationalistes et la confiscation des indépendances par des dirigeants félons, à la solde des anciennes puissances coloniales, elles-mêmes, soumises, depuis, aux États-Unis. C'est malheureusement ce qui arrive quand on se contente des indépendances de façade et quand les dirigeants de ces pays font passer leurs intérêts propres et les intérêts de leurs maîtres avant ceux de leur peuple. La plupart des dirigeants arabes sont corrompus et ont des intérêts personnels en Occident. La liste en est longue. Des biens immobiliers dans les quartiers chics, des comptes bancaires en Suisse et ailleurs, des enfants et leurs épouses qui vivent à cheval entre les capitales occidentales et le pays, ils investissent dans des sociétés en Europe ou en Amérique du Nord avec l'argent de la rente pétrolière et minière, alors qu'un adulte sur deux ne trouve pas de travail dans les pays dont ils ont la charge, ils achètent des hôtels de luxe dans les grandes agglomérations européennes, ils investissent dans des clubs sportifs qui n'ont jamais rien gagné d'ailleurs, ils soignent leur déprime et leur rhumatisme dans les hôpitaux des capitales européennes et c'est normal, d'abord, leur santé est trop précieuse et, ensuite, vu l'état de leurs hôpitaux, franchement, cela ne donne pas envie de se faire soigner sur place. Des ministres, des hauts fonctionnaires et des officiers supérieurs avec une double nationalité et donc une double allégeance, des préfets et des officiers supérieurs résidant à l'étranger, des hommes d'affaires milliardaires en dollars en quelques années, grâce aux magouilles et aux connivences et avec l'argent du peuple et j'en passe des vertes et des pas mûres. Et il continue à pérorer à longueur de discours sur la fierté nationale, le sens du sacrifice, les glorieux martyrs etc., etc. De quelle fierté nationale et de quelle dignité parle-t-on ? Quand le projet de vie de la jeunesse arabe et africaine en général, réside dans l'espoir de quitter sa terre natale, avec ou sans visa, par avion ou sur un pneumatique, pour aller raser les murs d'une Europe déclinante qui n'a plus grand-chose à leur offrir, sauf à se faire exploiter sur les chantiers, dans les hôpitaux où même les médecins africains sont payés au SMIC et où des docteurs en mathématiques et en physique sont réduits à faire des vacations dans des collèges ou donnent des cours particuliers, aux enfants de riches pour 13 € de leur poing, c'est ça la dignité ? C'est ça l'honneur dont ils parlent ? Honte à vous. Les termes dignité et fierté chez certains dirigeants arabes sont exactement comme de la confiture, moins on en a, plus on a tendance à l'étaler. Moins on a de la dignité et de l'honneur, plus on en parle. Par ailleurs, ces mêmes dirigeants ont compris que leur longévité au pouvoir est proportionnelle à leur degré de servitude et de soumission aux puissances occidentales. Alors, ils sont à vendre ou à acheter et se soumettent corps et âme, tout en parlant de nationalisme, de patriotisme et d'esprit révolutionnaire à leur peuple. Bref, cela ne trompe que les gogos et les imbéciles et ceux qui profitent du système applaudissent. Par conséquent, réagir de manière forte en rompant toute relation diplomatique avec les États-Unis ou avec Israël. C'est simplement inenvisageable pour ces dirigeants-là. Non, jamais, ils ne sont pas fous aliénés pour céder leur place de chef d'État fantoche, dans des gouvernements fantoches, comme le disait si bien Frantz Fanon, il y a de cela presque 70 ans. Et pourtant, d'autres ont rompu leur relation avec les États-Unis et sans mettre en avant la dignité, la fierté nationale ou je ne sais quoi d'autre. Par exemple, ceux qu'on qualifie de dictateurs, de salopards, Castro, Chavez, Lekim, Khomeini et d'autres. Eux, ils ont eu ce courage de rompre les relations. On me répondra, mais à quel prix ? Vous voyez bien les conséquences. Bien sûr que les Cubains, Vénézuéliens et les Nord-Coréens, les Iraniens ont souffert et souffrent encore. Mais, il faut admettre que les États-Unis cherchent le dialogue avec le jeune et gros, Kim Jong-un, en pantalon pattes d'éléphant, ou avec un madro, mais certainement pas avec les autres.
Trump à son époque a rendu visite à Kim Jong-un, pas aux autres dirigeants. Comment les Américains pourraient-ils faire confiance à des dirigeants qui trahissent leur peuple? Ils savent parfaitement qu'un traître restera un traître. D'accord, les Coréens, les Cubains souffrent, et les populations arabes ne souffrent-elles pas aussi? Pour le savoir, allez jeter un coup d'œil dans les morgues de Lampedusa, de Ceuta et dans tous les postes frontaliers du littoral nord de la Méditerranée où vous allez voir des milliers de tombes, sans épitaphe et sans nom, de ceux qui sont morts dans les eaux de la Méditerranée et que la mer a rejetés. Allez visiter les centres de rétention pour migrants illégaux dans les villes européennes. Vous allez comprendre qu'à cause de ces dirigeants, la jeunesse arabe et africaine en général, préfère la prison fermée par des verrous à triple tour, que les prisons à ciel ouvert de leur pays. Regardez un journal télévisé italien, français, espagnol ou belge. Vous comprendrez que si les choses tournent mal en Europe, c'est justement, à cause des migrants, des dirigeants de pays arabes qui donnent en pâture leurs enfants aux pseudo-nationalistes, aux partis politiques extrémistes ou souverainistes européens. Méritent-ils le moindre respect? Que ces journaleux et politicards occidentaux essaient un peu de parler d'un ressortissant chinois, russe ou norvégien, vous allez voir les réactions cinglantes des autorités de leur gouvernement. La Russie, pour ne citer qu'elle a interdit le visa d'entrée sur son territoire, à tous les politiciens, intellectuels et journalistes occidentaux qui ont osé critiquer la politique russe. Ça s'appelle, messieurs dames, avoir de la fierté nationale. Le reste, c'est du verbiage et de l'esbrouf. Revenons quelques secondes aux pays arabes et africains qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël. Ils n'ont pas osé franchir le pas et suivre la Bolivie, par exemple, qui n'est, rappelons-le, ni arabe, ni musulmane, ni africaine, pour rompre leurs relations avec Israël. Il est vrai que l'Afrique est, dans son ensemble, un protectorat occidental. À part le Mali, le Burkina Faso, le Niger et l'Afrique du Sud, les autres pays sont plus ou moins soumis et inféodés aux puissances étrangères. Les leaders africains nationalistes émergents, de la trempe du capitaine Traoré, de Goïta ou de Tiani, nouvellement indépendants, ont d'autres chats à fouetter, en se battant sur tous les fronts. Ils sont exactement dans la même situation que les Keita, Nkrumah, Sékou Touré ou Sankara à leurs époques. Pour les autres, ils expédient leurs affaires courantes en attendant de subir, un jour ou l'autre, le même sort que les Gazaouis. Telle est la triste réalité. Alors, il reste la Chine ou la Russie pour intervenir et mettre un terme au massacre à Gaza. Ils ne le feront pas, tant que leurs intérêts géostratégiques dans la région ne sont pas menacés directement. Et pour l'instant, heureusement ou malheureusement, c'est selon les points de vue, leurs intérêts ne sont pas menacés, alors les massacres continuent.